Cette émission a été rendue possible grâce à la précieuse collaboration de Tennis 13. Cette semaine, à Sportneuf-Laval, on aborde la persévérance avec nos deux athlètes de la semaine, deux jeunes athlètes du club de natation de Laval. Notre première invitée se nomme Maëva Woun-Lepage. Elle est âgée de 12 ans. Elle a commencé la natation à l'âge de 8 ans et sa spécialité, c'est le papillon. On nous a dit qu'elle tentait de battre certains records du club et on va vérifier ça à l'instant avec elle. Bonjour Maëva. Bonjour. Comment tu vas? Bien, et vous? Ben Très oui, bien. ça va bien. Écoute, est-ce que c'est vrai, ça, que ces temps-ci, tu essaies de battre certains records du club, là? Oui, effectivement. Comment est-ce que tu essaies de faire ça? En m'améliorant plus et en plus m'entraînant. Donc, est-ce que les records, c'est des records qui existent depuis longtemps? Ils ont été établis il y a longtemps, est-ce que tu sais? Ben, ça dépend des styles et des longueurs. Ceux que tu essaies de battre? Oui. Je sais pas. Non? Non. Tu ne sais pas si c'est des vieux records Non. ou non? OK. Est-ce que tu as eu à t'entraîner, quand tu parles justement de t'entraîner plus ou de... Quels sont combien d'heures tu passes par semaine en entraînement? Le mardi, je m'entraîne 2 fois. OK. Et le lundi, mardi, mercredi, jeudi, 2 heures après OK. l'école. OK, donc après avoir été à l'école, Oui. tu vas nager dans les différentes piscines. Oui. Mais toi, tu es dans un sport-études, c'est ça? Oui. Donc, tu t'entraînes une moyenne d'environ 15 heures par semaine, c'est ça? Oui. 15 à 20 heures, on pourrait dire. Est-ce qu'il y a des moments où tu trouves ça très difficile? Des moments que ça ne te tente pas du tout de t'entraîner, mais que tu es forcé d'aller t'entraîner? Oui, après une longue journée de travail. À l'école? Oui. Donc, le mardi soir, est-ce que tu dirais que c'est ton entraînement qui est comme Oui. plus souvent plus difficile? Oui. Mais ça dépend des pratiques, si c'est dur ou non. OK. Donc, est-ce que tu penses que justement les entraîneurs qui sont là vont ajuster certains Non. vont faire... Non? Eux Non. autres, ils ont un plan Oui. et vous avez à le suivre? Oui. Qu'est-ce que tu dirais qui est le plus grand défi de gérer tout ça? L'école, les entraînements? Est-ce que tu fais d'autres activités? Non. 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 Manque de temps. Oui. Est-ce que tu aimerais ça, par exemple, avoir le temps de faire autre chose ou la natation, c'est vraiment ta passion, tu veux te La natation, concentrer c'est ma là-dessus? passion. Oui. Oui. Mais par exemple, si tu regardes, on va le comparer avec d'autres jeunes filles de ton âge, par exemple 12 ans. Tu es au secondaire 1, je crois, secondaire 2, secondaire 1. Donc, des fois, les vendredis soirs, les jeunes filles, ça se retrouve ensemble, elles font des sorties. Est-ce que toi, des fois, tu peux te sentir exclue de tout ça parce que tu as d'autres obligations ou ça te dérange pas du tout? Ça me dérange pas parce qu'il y a la fin de semaine aussi. OK. Alors, je peux faire d'autres activités. Au niveau des fins de semaine, est-ce que tu as beaucoup de compétitions qui sont prévues? Ça dépend des mois. OK. Comme des mois, je peux en avoir à un sur 2 fin de semaine. Un week-end sur 2? Oui, un week-end sur 2. OK. La dernière compétition que tu as eue, ça s'est déroulé quand? En fin de semaine. Dernière? La semaine Ouais. dernière, donc OK. c'était au mois fin janvier. Oui. Et parlons de notre thématique de la semaine, la persévérance. Nous, on veut savoir s'il y a déjà eu un moment pendant, que ce soit une compétition ou pendant la pratique, que tu avais de la difficulté. Et si oui, comment est-ce que tu te parles en dedans de toi pour passer à travers? En fin de semaine, il fallait que je fasse mes temps pour passer à un autre niveau. OK, donc ça veut dire qu'il fallait que tu atteignes un certain... Un certain temps, à certaines nages. OK. Puis en me concentrant, j'écoute de la musique, puis je danse sur la musique, là. Donc ça t'aide à te relaxer. te relaxer. Est-ce que tu as réussi à obtenir tes... Non. Tu n'as pas réussi? Mais parlons de ce moment-là. Donc là, on le sait, tu n'as pas réussi à avoir tes temps. Ça, il ne faut pas que tu te décourages. Donc, il faut que tu persévères. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent que tu vas changer pendant ton entraînement pour atteindre ces temps-là? Ben, plus me concentrer sur la pratique et plus moins jaser pendant la pratique, là.
OK. Est-ce que tu as réussi à... Est-ce que tu as discuté avec tes entraîneurs ou avec peut-être tes parents de voir justement qu'est-ce qui était... des choses qui étaient peut-être à changer ou à modifier? Est-ce que vous avez ciblé certains éléments spécifiques? Oui. Quels étaient-ils? Mes fins de course, quand OK. je nage, puis mes fins de virage. OK. Donc, on a déjà ciblé des éléments spécifiques que tu vas travailler Ouais. un peu plus à l'entraînement. La prochaine compétition s'en vient quand? Le 23 au 26 avril, OK. Donc, en Ontario. OK. Est-ce que tu vas avoir encore le même défi pour Oui. à réaliser tes performances? Oui. OK. Donc, il te reste quand même un bon... Du temps pour te ouais, préparer. Là. un bon temps pour te préparer. Moi, j'ai appris, avant qu'on débute l'entrevue, j'ai appris que Michel et toi, vous vous connaissiez déjà. Là, Michel, il m'avait caché ça un petit peu. Mais ce que je veux dire, toi, en tant que préparateur mental, je veux savoir comment est-ce que tu accompagnes l'athlète dans sa persévérance? C'est-à-dire, là, Maëva qui n'a pas réussi à faire ses temps, comment est-ce que tu abordes ça? Mais c'est sûr que justement, dans n'importe quelle progression, hein, il y a des moments où on va réaliser, obtenir l'objectif qu'on s'était fixé. D'autres moments que ça va moins bien aller. Mais je pense que ce qui est important, c'est de regarder ce qu'on a réussi. Moi, je dis toujours qu'un échec, c'est un résultat. C'est un résultat différent de celui qu'on s'était fixé, mais au moins, on a un résultat avec lequel on peut travailler. Donc, la première étape, c'est justement de réaliser le fait que j'ai quand même réussi quelque chose. Souvent, on a l'impression comme athlète, parce qu'on n'a pas atteint notre performance ou notre niveau, on doute de nos talents, on doute de nos capacités, on doute de nos habiletés. Mais si on est capable de regarder justement ce qu'on a réussi, puis de bâtir, d'essayer d'analyser, de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut changer, pour après ça, à une prochaine compétition, ou dans une préparation, profiter de nos entraînements pour travailler ces éléments-là. C'est là c'est comme si on était capable de se construire notre escalier pour se rendre à notre objectif. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Maëva, de douter de toi? Me douter... De douter, c'est-à-dire De que pas être certaine t'es de pas tes... certaine, t'as pas confiance en ce que tu peux faire? Oui, des fois, quand je fais des longues distances en des difficiles nages, OK. c'est dur, là, parce que on dirait pendant ton nage que tu vas mourir. Que tu vas mourir? Oui, que Pourquoi? t'as perdu d'énergie. Là. OK. C'est physiquement, c'est Ouais. demandant. Ouais. C'est demandant. Quels sont tes nages, justement, que tu performes le mieux ou que tu... Tu es le plus effrayé, non? Euh, Si on peut dire ça comme ça. je nage bien le papillon, OK. mais je suis quand même dure à nager. Le papillon, c'est une des nages les plus difficiles, je Ouais, crois, à faire. ouais. Et tu le fais quand même assez bien. Ouais. Côté des nages que tu te sens un peu moins à l'aise, La brasse. la brasse? Oui, la brasse. Donc, à ce moment-ci, dans ta saison, c'est quoi l'objectif que tu souhaiterais atteindre? M'améliorer à la brasse et au dos. Brasse et dos? Ouais, Et au dos. brasse. On nous a dit également que tu aimerais participer aux Jeux olympiques de 2020. Oui? Oui. Donc, est-ce que c'est l'un de tes plus grands rêves à l'instant que tu aimerais réaliser? Ou... Ouais. Oui, c'est les Jeux olympiques de 2020, à Tokyo, en 2020. C'est ça? Mais peut-être pas en 2020, mais peut-être... Peut-être avant? Peut-être après. Après? Je sais pas, mais... On verra. Ben écoute, on lance ça dans l'univers, comme on dit. Ouais. On te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière. Merci. Merci d'avoir été là. Merci. Continue de travailler. Merci. De rien. Allô, Stéphane Duchamp pour les nouvelles du sport. Alors, le joueur de hockey Benoît Blondin de Laval a vécu une belle expérience en participant à un match dans le sud de la Sibérie. Blondin fait partie de l'équipe de hockey des 40 ans et plus. Dans la majorité proviennent de Trois-Rivières et tout ce beau monde disputait le fameux match extérieur face aux champions de la Russie dans le cadre de la classique hivernale. La formation avait remporté la médaille d'or l'année dernière dans le cadre d'un tournoi international de hockey 40 ans et plus durant le Sochi World Cup. Et Benoît Blondin affirmait qu'en Russie, ils veulent promouvoir le hockey, la Ligue de garage, dont tous les joueurs ont été payés par la Fédération de hockey russe. Blondin, qui porte le numéro 11, qui connaissait ni les forces ni les faiblesses de l'adversaire. La seule chose qu'il savait, par contre, c'est que les Russes l'attendaient de pied ferme. Et l'équipe de Blondin a gagné en tir de barrage 5-4 face aux Russes et Sébastien Lemay a donné la victoire.
Cette semaine, Marie-France Lalancette, nutritionniste, nous parle de fibres. Comment est-ce qu'on fait pour introduire plus de fibres dans notre alimentation? C'est ce que Marie-France nous aide à faire. Bonjour Marie-France. Allô, Sarah. Alors, pour répondre à ma question, comment est-ce qu'on fait pour augmenter notre apport en fibres au quotidien? Alors, oui, effectivement, c'est une bonne chose d'augmenter l'apport en fibres parce qu'en général, la moyenne des gens prennent environ 10 à 15 grammes de fibres par jour, alors qu'on devrait en prendre presque le double, 25 à 30. OK. Alors, c'est sûr que c'est plus difficile parce que l'alimentation maintenant est de plus en plus raffinée. Hein? C'est un petit peu pour ça qu'on doit rechercher les sources de fibres parce qu'on ne fait pas les aliments qu'on a vraiment avec l'industrie de nos jours ne sont pas les mêmes qu'ils étaient autrefois. Raffiné, du genre utilisation des sucres raffinés, des farines raffinées? En raffinant un grain, on OK. enlève les fibres. C'est ce que OK. je veux dire par là. Oui, effectivement. Alors, c'est ça. Donc, il y a des personnes qui ont moins de tolérance aux fibres et qui disent non, moi, les fibres, ça fait pas, je dois pas en prendre. Mais alors, c'est. Qu'est-ce qu'on conseille à ces gens-là? Bien, en fait, on essaie d'aller chercher les fibres quand même parce que les fibres, c'est assez essentiel. Mais le problème, c'est que la tolérance diminue beaucoup quand on arrête d'en manger. Alors, OK. plus on en mange, plus on les tolère. Alors, quand on a tout coupé, on mange juste du pain blanc, on pèle tous les légumes. À un moment donné, après quelques années, on se retrouve avec peut-être un problème de tolérance. Il y en a qui peuvent appeler ça, ça peut être de la diverticulite, du côlon irritable, des choses comme ça. Mais c'est certain que le fait de réintégrer les fibres tranquillement, très graduellement à des personnes qui ont une faible tolérance peut améliorer la tolérance et finir par avoir un bon apport en fibres quand même. Ce qui arrive, c'est qu'on pense que les fibres, c'est juste le blé entier. Hein? Le blé OK. entier, les grains et Mais tout ça. c'est beaucoup plus que ça. C'est ce que tu veux nous dire à l'instant. Oui, là. bien, il y a les fibres du grain entier qui sont des fibres insolubles, qui sont en fait le son et qui sont peut-être au niveau intestinal, restent intacts dans l'intestin et se retrouvent la même chose à la sortie finalement, alors que les fibres solubles, quant à elles, comme le son d'avoine ou dans les fruits, dans les légumineuses, sont des fibres qui ont des effets différents. Ils ont des effets sur la prévention des maladies cardiaques, sur la gestion du diabète, de notre glycémie finalement. Et on les retrouve dans des choses qui peuvent être une bonne idée pour commencer quand on ne tolère pas tout à fait les fibres. OK. Donc, le son d'avoine, hein? Je ne sais pas si tu connais ça, le son d'avoine. Bien sûr. Oui. Alors, pour Est-ce avoir... que c'est le son d'avoine, c'est pas la crème de blé, là, la fameuse Non, crème de blé, c'est c'est quelque vraiment chose de différent? le son en soi, juste la partie fibre. Alors, si on ne tolère pas beaucoup les fibres, puis qu'on dit « je ne suis pas capable d'en prendre », c'est peut-être parce qu'on en prend trop à la fois. Une petite cuillerée comme ça de son d'avoine, si on veut aller chercher peut-être un 5 grammes de fibres de plus et de garder ce 5 grammes de fibres-là pendant 2 semaines, bien, c'est pas si difficile à atteindre. On Donc prend ça, un petit c'est peu... 1/8 de tasse? Non, Oui, c'est 2 ça, cuillères à 1/8. table de Deux son cuillères à table. d'avoine. Une pomme de terre, quand on ne l'appelle pas, ça nous donne un autre 5 grammes. Une poire, si on ne l'appelle pas, c'est pas loin de 5 grammes aussi. Une demi-tasse de pois vert, c'est déjà un 5 grammes. Des baies, un petit bol de baies, des fruits séchés à peu près la valeur d'un quart de tasse, on a déjà un 5 grammes. Alors, si on peut maintenir de 5 grammes en 5 grammes, toujours monter de 5 grammes et garder ça pendant 2 semaines, si on y va très progressivement, tout le monde est capable d'augmenter son apport jusqu'à 25-30 grammes, sauf quelques rares exceptions, bien Et sûr. on a les légumineuses aussi qui contiennent énormément de fibres, ce qu'on Oui. on a tendance à oublier, là. Oui, il y en a beaucoup. Si vous dites, moi, les légumineuses, ça ne me fait pas, c'est peut-être parce que vous prenez des grosses portions. Une tasse de légumineuses, c'est quand même 12-15 grammes de fibres. Et là, on est loin de 5 grammes à la fois. Mais là. avec modération. En plus petite quantité, un quart de tasse, vous avez déjà votre 5 grammes. Alors, ça va vite. Bien, merci beaucoup, Marie-France. Ça me fait plaisir. À la semaine prochaine. Bonne semaine. Au patinage artistique, les Pirouettes de Laval ont été incapables de défendre leur titre au 5e Mozart Cup qui se déroulait en Autriche. Et les Pirouettes sont reparties avec la médaille de bronze. Et les patineuses lavalloises étaient seules représentantes du Canada. Elles ont amassé 135,26 points. Elles ont été devancées par le Crystal Ice, l'équipe de la Russie, avec 155,68 points. Et les États-Unis avec un pointage de 140,83 points. Et l'entraîneuse Nancy Alexander précise qu'elle a été satisfaite de la 3e place de ses filles. Et oui, la Russie représentait une forte équipe. Et l'entraîneuse précise également que les Pirouettes, c'est une jeune équipe et que plusieurs patineuses, il s'agissait de leur première fois dans une compétition internationale. Notre deuxième invitée de la semaine se nomme Salpi Torossian. Elle est âgée de 14 ans. Elle est membre du club de natation de Laval depuis janvier 2014, mais avant ça, elle avait déjà nagé 9 ans auparavant.
L'un de ses plus grands rêves serait de participer aux Jeux olympiques de 2018. Et Salpi a une particularité, quelque chose qui la distingue des autres athlètes. Elle est atteinte d'une maladie particulière, l'arthrite juvénile. Bonjour, Salpi. Salut. Comment ça va? Bien, vous? Ben oui, ça va bien. Merci d'être là. Merci. Pour commencer, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de la maladie que tu es atteinte. Qu'est-ce que c'est exactement? OK, fait que l'arthrite, c'est une maladie avec le système immunitaire, puis ça affecte toutes mes articulations. C'est chronique, fait que ça peut durer toute la vie. Je l'ai eu quand j'avais 2 ans, puis alors ça fait 12 ans que je l'ai. Puis c'est ça. Ça nous rend la difficulté à bouger parfois dans les articulations. Est-ce que c'est douloureux? Ouais. OK. Donc, tu as de difficulté à bouger, à marcher, tu vas avoir de la difficulté. Est-ce que quand tu nages, quand tu es dans l'eau, parce que souvent, Non, c'est différent? C'est comme si ça disparaît. OK. C'est comme la magie. Comme un poisson dans l'eau, c'est comme si tu oublies ton mal. Mais en même temps, c'est-à-dire il doit y avoir une réalité différente parce que tu dis que tu ne sens pas la douleur dans l'eau, mais quand même, tu dois faire de l'activité physique. Peut-être qu'après, tu ressens une douleur particulière. Ouais. Parfois pendant la muscu, comme maintenant, j'y vais plus parce que comme la plupart des exercices, je peux pas le faire. Mais comme à l'école, je peux pas participer à l'éducation physique parce que il y a beaucoup de fois qu'on doit courir, puis je peux pas faire ça. Je peux rien faire qui met la pression sur les genoux. Fait que c'est ça. Est-ce qu'au niveau des articulations, justement, il y a une dégénérescence? Il y a des... est-ce que tu vas devoir avoir à considérer peut-être à avoir des opérations ou des choses comme ça? J'ai déjà eu à peu près 4 ou 5 injections. C'est comme des opérations, mais comme c'est pas ouvert, c'est juste des injections. Mais ça fait un bout de temps qu'ils ont découvert comme un genre de trou qui s'est formé dans mon genou à cause de l'arthrite. Et si ça ne guérit pas, on va devoir faire une chirurgie pour le remplir, pour ne pas s'empirer. OK. Moi, j'aimerais qu'on parle du fait que l'arthrite, c'est une maladie, qu'on pourrait dire, invisible, parce que je te regarde, tu es toute belle, on ne le voit pas, tu n'as pas l'air de quelqu'un de malade. Comment est-ce que c'est au quotidien pour toi d'essayer de communiquer aux gens que tu as mal, tu peux pas, tu as certaines limitations, tandis que ça paraît pas, tu n'as pas une jambe cassée dans le plâtre, tu n'es pas en chaise roulante, donc c'est différent. Mais l'affaire, c'est que dans mon école, on est ensemble depuis qu'on avait 4 ans. OK. Fait que tout le monde est habitué, puis les profs, ils savent. Alors, quand j'ai mal, je dois juste sortir de la classe, aller prendre la glace ou quelque chose. Comme... C'est vraiment pas différent, mais pendant les pratiques de natation, c'est un peu gênant parce que tout le monde est en train de nager, puis je dois sortir, prendre la glace, puis je m'assois dans un coin. Puis je me sens comme si tout le monde me regardait, comme si j'étais différente. Mais parlons, dans le cadre de notre thématique de la semaine, qui est la persévérance, est-ce que le fait d'avoir justement cette maladie, d'avoir des douleurs, te porte à travailler plus fort, te porte à persévérer davantage dans la natation? Oui, ça, comme à cause de l'arthrite, je veux faire mieux qu'avant, mais parfois je me doute parce que je me pose des questions comme si je pourrais pas faire ça, mais sont quoi les conséquences pour mes articulations? Puis, donc, tu vas avoir des questionnements ou des préoccupations qui vont probablement être différentes de d'autres athlètes. Moi, j'aimerais connaître un peu comment on a pu... Est-ce que on t'a raconté comment on avait décelé la maladie? Parce qu'à un si jeune âge de 2 ans, comment c'est par des tests? Comment on a su que tu avais cette maladie-là? Ma mère m'a raconté que à l'âge d'1 an à peu près, les enfants commençaient à marcher, puis moi, j'avais tout le temps mal, je pleurais. Quand elle me mettait par terre, je commençais à pleurer, j'haïssais ça. Puis les docteurs, ils disaient que c'est normal, elle est en train de grandir, elle a mal aux os. C'est normal. Mais après, on est allé à un médecin différent qui était spécialisé avec les jeunes. Puis ils ont fait quelques tests, puis ils ont vu que c'est pas normal, puis elle fait de l'arthrite. C'est ça. Et là, à ce moment-là, quel a été le processus au niveau du traitement? À partir de ce moment-là, est-ce que tu as des médicaments à prendre? Tu me parles de quand tu as une douleur, j'imagine, au niveau de l'inflammation. Donc, c'est la glace pour réduire l'inflammation. Mais est-ce que tu prends des médicaments? Tu as parlé d'injections. C'est quoi les traitements qui sont disponibles, possibles? Les vendredis, maintenant, parce qu'on a changé vraiment beaucoup mes médicaments. OK. Mais en ce moment, les vendredis, je prends une injection de
méthotrexate. Ça tue mon système immunitaire parce que c'est ça la maladie. Alors, 3 jours, le matin, je dois prendre des pilules d'acide acide folique pour rebattre mon système immunitaire. Moi, je veux savoir, qu'est-ce que tu aimerais dire à ceux et celles qui nous écoutent présentement pour nous aider à comprendre qu'est-ce que tu vis à tous les jours, comprendre la maladie. Tu peux y réfléchir, là. Disons, parce qu'avec l'arthrite, ça peut qu'on a mal, disons, dans nos doigts 1 minute, puis le prochain, on a mal au genou. Puis à cause de ça, il y a plein de personnes qui disent « Ah, c'est pas vrai, elle fait pas de l'arthrite, puis c'est impossible, elle est jeune. » Mais c'est vraiment... c'est difficile parce qu'ils comprennent pas. Ça peut un jour, on a vraiment mal, on doit rester au lit, puis le prochain, on est en train de courir, puis on saute, puis on est joyeux. Puis il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas ça, puis ils commencent à nous juger, puis c'est difficile. Le jugement, tu trouves ça difficile? Ouais, c'est ça. Alors, s'il y a quelqu'un qui dit qu'elle a l'arthrite ou il a de l'arthrite, on devait juste le laisser comme il est, le laisser tranquille, parce qu'il sait ce qu'il doit faire, puis il ne me dirait pas des mensonges. Je pense qu'il faut profiter justement aussi des bons moments quand tu es en pleine santé. Peut-être profiter justement plutôt que de questionner quand tu nous dis que tu as mal, plutôt profiter de quand tu vas bien, de participer avec toi aux activités puis d'en profiter. Donc, moi, ce que je pourrais dire comme mot de la fin, ce serait d'être à l'écoute de ces personnes-là. Donc, peut-être écouter ces gens et les croire d'abord, si je peux reprendre tes mots. Merci beaucoup, Salpi, d'avoir partagé tous ces détails de ta vie avec nous. C'était très enrichissant. Puis, bonne chance pour la suite de ta carrière. Merci. Ça fait plaisir. Du côté de la boxe, David Lemieux est prêt pour un combat de championnat du monde. Il a confirmé qu'il participera enfin au premier championnat du monde. Lemieux qui se mesurera à Hassan Dam Jikam pour le titre vacant des 160 livres de l'International Boxing Federation. Et la date et l'endroit de combat n'est pas encore déterminé. David Lemieux précise que c'est à Montréal devrait avoir la présentation pour cette rencontre. Il dit que Montréal est la ville de boxe en Amérique du Nord et ses partisans sont ici. Et le boxeur basera son camp d'entraînement dans la métropole québécoise. Il garde son équipe et veut se rapprocher de sa famille et de ses amis. Lemieux a déjà commencé son entraînement et la phase intensive va suivre bientôt. Donc, on souhaite la meilleure des chances à David pour son championnat du monde. Passons maintenant à la chronique Coaching mental CMP où cette semaine, on regarde la gestion de l'échec. Comment s'en servir comme tremplin ou comment plutôt le considérer de façon positive? C'est-à-dire que dans n'importe quelle réussite, dans n'importe quel exploit, qu'il soit sportif ou d'une autre nature, c'est sûr qu'on va rencontrer des échecs. C'est sûr qu'on va avoir des résultats, on va reconnaître des résultats qui sont différents que ceux qu'on a espérés. Donc, est-ce que à travers ces échecs ou ces résultats différents, on est en mesure de s'en servir, comme expérience, comme bagage, pour se propulser vers l'avant et aller chercher ou se rapprocher de nos objectifs initiaux. Donc, à prime abord, qu'est-ce qu'un échec? Comment est-ce qu'on peut définir l'échec? Pour ma part, quand je travaille avec les athlètes, je regarde l'échec comme étant un résultat différent que celui espéré ou que celui souhaité. En quelque sorte, c'est un résultat. C'est pas qu'on n'a rien fait, c'est pas qu'on n'a rien réussi, c'est pas qu'on a été capable de rien faire ou qu'on a complètement manqué notre sortie ou notre compétition. On a obtenu un résultat. Ce résultat-là était différent de celui qu'on espérait ou celui qu'on souhaitait ou celui qui avait été initialement visé. Donc, première étape, si je veux me servir de mes échecs d'une façon positive, il faut en quelque sorte, la première étape, c'est d'accepter. Il faut que j'accepte que le résultat que j'ai atteint, que la performance que j'ai livrée n'était pas à la hauteur de celle que j'ai visée ou celle que je souhaitais. Donc, en quelque sorte, il faut que j'accepte l'écart que j'ai rencontré. C'est à ce moment-là que je vais peut-être aller laisser mes frustrations, mes déceptions. Il va falloir que j'accepte ou que j'avance dans le fait que, bon, j'ai manqué ou j'ai pas obtenu le résultat que je voulais, mais en quelque sorte, j'ai quand même obtenu un résultat. Il faut que je bâtisse avec le fait que j'ai réussi quelque chose. Donc, bien accepter l'écart entre ce que je visais, ce que j'ai obtenu. Deuxième élément qui est important pour analyser de façon positivement l'échec, c'est d'analyser justement
une fois que j'ai laissé aller mes émotions, une fois que j'ai laissé aller ma déception, ma frustration, là, je peux commencer à regarder qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai suivi le plan de match? Est-ce que j'ai suivi mon calendrier ou les stratégies que j'avais identifiées? Donc, qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que ça a suivi le plan? Donc, est-ce que j'ai eu, peut-être que c'était mon plan qui était défaillant, peut-être que c'était ce que j'avais prévu qui ne m'a pas permis d'atteindre les résultats, ou peut-être aussi qu'il y a des éléments hors de mon contrôle. Donc, d'essayer de faire la part des choses entre ce qui m'appartient et ce qui peut être à l'extérieur de moi, sur lequel j'ai aucun contrôle. Ça peut être la température, ça peut être les bris d'équipement, ça peut être les blessures. Donc, de faire la part des choses entre ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. Donc, une fois que j'ai accepté, une fois que j'ai analysé, je dois aussi avancer, je dois aussi continuer d'essayer. Bien, donc, faire les changements. Si j'ai vu que mon plan était déficient, d'apporter les modifications. Faire les changements, ça veut dire que l'échec, pour moi, c'est une occasion d'apprendre, c'est une occasion de voir les possibilités de m'améliorer pour que la prochaine fois, je sois plus près de mon objectif. Donc, modifier ou améliorer mes stratégies, mon entraînement, m'engager dans le processus. Ce n'est pas nécessairement de viser à être bon, mais il faut surtout viser l'amélioration. C'est un processus continu. Donc, dans cette démarche-là, en quelque sorte, si vous voulez avoir un partenaire, si vous voulez avoir du soutien, si vous voulez avoir du support pour continuer à bien gérer vos échecs et à performer, visitez notre site www.cmpcoaching.ca. Cette fois-ci au curling, après une victoire de Chicoutimi et de Trois-Rivières, l'équipe féminine de Laval a pris le 3e rang à la finale du circuit provincial de club curling Montréal-Ouest le 8 février dernier. Et les Lavalloises ont encaissé une défaite de 8-6 devant les grandes rivales de Québec en demi-finale et elles ont dû se contenter de la médaille bronze. Par ailleurs, une équipe féminine de curling de Laval a remporté la médaille d'or dans un tournoi provincial qui a été récemment à Chicoutimi, regroupant 24 équipes des 4 coins du Québec. La formation qui représentera Laval au prochain Jeux du Québec de Drummondville sera composée de Cynthia... Ouais, on y va. Ça allait bien, là, man. Là. OK, on y va. 3, 2, 1... La formation qui représentera Laval au prochain Jeux du Québec à Drummondville sera la capitaine Cynthia Saint-Georges, Laurie Lavoie et Amélie Lebel dans la catégorie reine des moins de 18 ans. Donc, les filles, on vous souhaite bonne chance pour vos Jeux. Et voilà, c'est ce qui met fin à cette émission de Sport Neuf Laval pour la semaine. On va remercier toute l'équipe en studio ainsi que nos invités. Moi, je te remercie toi, Michel, qui fait partie de l'équipe en studio. Merci à toi, Sarah. Bien, moi, ça fait plaisir. Et puis, en terminant, on vous invite à aller répondre à notre question sur notre compte Twitter. On veut savoir, dites-nous, est-ce que, selon vous, il est plus difficile de performer quand on a certaines limitations ou ce sont ces limitations qui nous motivent à relever de différents défis? Toi, Michel, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est parce qu'on apprend à se surpasser, puis parce qu'on développe cette habileté-là. Je pense qu'on a une meilleure connaissance de soi puis une meilleure connaissance de nos limites. Lorsqu'on a, que ce soit une maladie comme notre invité de cette semaine, je pense qu'on développe des réflexes puis ça devient comme une deuxième nature d'être un peu plus travaillante ou d'être un peu plus motivée à se dépasser. Moi, je pense que ça nous amène ailleurs. Ça nous amène ailleurs. On devient des inspirations pour les gens. Toi, Sarah? Mais tu vois, je suis d'accord avec toi. J'y vais dans la même lignée de pensée. Mais ça se peut qu'à certains moments, ce soit un facteur qui nous décourage. Donc, qu'on se dit, je le ferai pas, je ne serai pas capable, j'ai certaines limitations. Donc, c'est comme si on se met des barrières à l'avance. Donc, parfois, ça peut jouer contre nous. Mais ça, c'est notre opinion. On veut savoir ce que vous en pensez. Gênez-vous pas à venir répondre à la question sur notre compte Twitter @Sport9Laval. Et d'ici là, on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir.